56 morts en Guinée selon les autorités ce dimanche 1er décembre. C'était lors d'une bousculade, un affrontement entre policiers et participants à un tournoi de football. Les détails à retrouver dans cette édition et puis nous parlerons de la visite du président français Emmanuel Macron à Riyad en Arabie Saoudite. Économie et sécurité seront discutés lors de cette visite. C'est tout pour les titres à retrouver dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur TAD Info TV. Un bilan provisoire fait état de 56 morts selon le gouvernement guinéen. Dans la capitale de la région forestière de Guinée a eu lieu une bousculade meurtrière dimanche 1er décembre 2024 au stade du 3 avril lors de la finale d'un tournoi de foot organisé en soutien au président de la transition Mamadi Doumbouya. La rencontre s'est achevée par des affrontements avec les forces de l'ordre et un important mouvement de panique. Accompagné du général Amara Kamara, porte-parole de la présidence qui avait lui-même lancé il y a 2 semaines le tournoi dit de la refondation, le premier ministre Baouri s'est rendu à Nzérékoré pour annoncer un deuil national. Nzérékoré, c'est la Guinée. C'est tout le peuple de Guinée qui est en deuil. L'enquête est en cours, mais le gouvernement pointe la responsabilité des supporters mécontents de l'arbitrage. Leur déplacement à Nzérékoré n'aura duré que quelques heures après une visite à l'hôpital, aux chefs religieux, aux notables et militaires. Ils ont quitté la ville. Nous devons aller dans le sens de l'apaisement, ajoute Baouri comme un appel alors que les images des spectateurs marchant sur d'autres ou tentant d'escalader les murs dans un nuage de lacrymogènes ont choqué les Guinéens. Sans donner de nouveaux bilans, le Premier ministre ajoute que le président Mamadi Doumbouya a donné une instruction de tout mettre en œuvre pour que les blessés soient pris en charge et les familles des défunts accompagnés pour accomplir leur deuil. C'est dans les épreuves que nous devons renforcer notre résilience, ajoute-t-il après avoir qualifié de tragédie la bouscule mortelle. Les témoignages recueillis par RFI et par la presse guinéenne concordent pourtant sur un point, pointe Sidi Yassane, journaliste du service Afrique. L'arbitrage est bel et bien mis en cause, ainsi que l'intervention directe du préfet et du gouverneur auprès de l'arbitre et la foule bien plus importante que la capacité d'accueil du stade. Des sources proches des services hospitaliers confient avoir reçu un nombre de corps bien supérieur au bilan officiel. Plusieurs familles présentes à la morgue toute la journée affirment toujours rechercher leurs disparus. Emmanuel Macron est arrivé à Riyad ce lundi 2 décembre. Le président français effectue une visite d'État de 3 jours en Arabie Saoudite, en pleine guerre à Gaza, en pleine offensive des rebelles et des djihadistes en Syrie. Et à l'heure d'un cessez-le-feu plusieurs fois enfreint au Liban, la France cherche à cultiver ses relations avec un pays au rôle de plus en plus fort dans la région ces dernières années. À sa descente d'avion à Riyad, Emmanuel Macron a été accueilli par plusieurs coups de canon avant de se rendre au palais royal pour rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. 6 ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, le royaume est redevenu fréquentable aux yeux de nombreux pays occidentaux. Riyad est un interlocuteur clé pour Washington ou encore pour Paris quand il faut jouer les entremetteurs dans la région, car elle parle à tout le monde ou presque. Le pays a renoué l'an dernier avec son grand rival, l'Iran. Il discute avec la Chine et n'a pas coupé les ponts avec Moscou. À quelques semaines du retour du pouvoir de Donald Trump, qui promet de rebattre les cartes de la diplomatie américaine dans la région, Emmanuel Macron veut d'autant plus soigner la relation avec le prince héritier et tenter de convaincre l'Arabie saoudite et financer une partie de la reconstruction du Liban, là où Paris se targue d'avoir joué un rôle clé dans l'obtention d'un cessez-le-feu. Sera-t-il question des droits humains lors de la visite? Selon Amnesty International, des dizaines de personnes sont empoisonnées ici pour des délits d'opinion. L'excellence de la relation entre les deux pays permet d'aborder le sujet, assure la présidence française, tout en assurant ne pas avoir connaissance de ces cas. 3 fils de personnalités connues du monde des affaires à Casablanca, présumés innocents, sont accusés d'avoir drogué et violé une élève avocate française lors d'une soirée luxueuse dans une villa de la capitale économique le week-end des 2 et 3 novembre. Il y a tout juste un mois. Au total, 4 hommes, dont un garde du corps, ont été placés en détention provisoire à la prison de Oukacha à Aïn Seba. Le principal accusé dément et parle d'une relation consentie.
Parmi les accusés dont les noms ont été relevés dans la presse figure le fils d'un ponte de l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui décédé, et le fils du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Selon les médias marocains, le desk, 2 plaintes ont été déposées, l'une à Paris par la victime présumée et l'autre à Casablanca par le compagnon de cette dernière. Le principal accusé a été placé en détention provisoire pour viol caractérisé et 2 autres pour facilitation de viol. Les enquêteurs devront retracer heure par heure le déroulé de cette soirée, pendant laquelle les altercations furent nombreuses entre les protagonistes alors que la plaignante aurait été victime d'une soumission chimique par GHB et d'une amnésie totale. En attendant, l'affaire défraie la chronique au Maroc. Toutes les catégories sociales sont touchées par l'affaire des violences sexistes et sexuelles, nous explique Camélia El Chahib, journaliste à la tête de l'initiative Stop Féminicide Maroc. Au Maroc, comme dans le monde entier, dans les sphères de pouvoir, on l'a vu dans plein d'affaires. Le viol est un outil d'affirmation du pouvoir et une extension de la puissance sociale. Au Maroc, les associations féministes exigent que les violences sexuelles et sexistes, considérées comme trop souvent impunies, soient sanctionnées par la justice. La Fédération de la Ligue des droits de femmes préconise ainsi de faire intervenir la police judiciaire dans ces affaires, de lui permettre de procéder à des perquisitions et d'améliorer la collecte et la documentation des preuves. Un tribunal de Ho Chi Minh Ville a confirmé en appel ce mardi 3 décembre la condamnation à mort de la femme d'affaires Truong Milan qui a orchestré le plus grand scandale financier connu au Vietnam. Suivons les détails. Les juges ont estimé qu'il n'y avait aucune raison de réduire la peine prononcée en première instance contre Truong Milan, considéré comme le cerveau d'une escroquerie à 27 milliards de dollars, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Mais si l'ex-dirigeante d'un géant de l'immobilier rend 3/4 des sommes détournées, les juges ont précisé que la peine capitale pourrait être commuée en prison à perpétuité. En chemise bleue, Truong Milan est apparu ce mardi matin au premier rang de la salle d'audience assise aux côtés de son mari, également prévenu pour violation des règles bancaires. Plus d'une centaine d'avocats ont participé au procès en appel qui a duré 1 mois selon des médias d'État. La femme d'affaires a dérobé pendant une décennie des milliards de dollars via un montage d'obligations frauduleuses transitant par la Seconde Commercial Bank détenue à plus de 90% par son groupe Vintinpad, spécialisé dans l'immobilier. Aux proportions historiques, le scandale a choqué l'opinion publique au Vietnam, provoquant des rassemblements exceptionnellement tolérés par le gouvernement communiste. Des dizaines de milliers de personnes qui ont investi leur économie auprès de la SCB ont perdu leur argent. Les procès contre la dirigeante illustrent aussi bien le laisser-aller du secteur bancaire durant une période d'enrichissement rapide et inédit du pays que la campagne anticorruption menée tambour battant par les autorités. Dans sa demande d'appel rédigée à la main, Truong Milan avait déploré la condamnation à mort rendue en première instance, un verdict trop sévère et dur, appelant la Cour à adopter une approche plus humaine et indulgente. Je ne pense qu'à rembourser ma dette auprès de la Banque centrale du Vietnam et du peuple, a-t-elle encore affirmé mardi dernier devant les juges. Je me sens très honteuse d'être accusée de ces crimes. S'il vous plaît, veuillez reconsidérer et réduire ma condamnation. Pour rembourser sa dette, elle a suggéré de liquider la SCB et de vendre ses actifs. Truong Milan et Vintinpad possèdent notamment des parts dans des projets immobiliers d'envergure à Ho Chi Minh Ville, la capitale économique du sud du pays. Gratte-ciel, centre commercial, port lotissement. Les procureurs ont indiqué la semaine dernière qu'elle n'avait pas rempli les conditions et que les conséquences de son crime étaient énormes et sans précédent.
Au Sénégal, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction hier, 2 semaines après les législatives anticipées. Un parlement dominé par le parti au pouvoir, le PASTEF, avec 130 sièges sur 165 et qui a commencé par l'élection de son président, Malick Ndiaye, jusqu'à la ministre des Infrastructures et des Transports, qui devient la deuxième personnalité de l'État pour les 5 prochaines années. À 41 ans, Malick Ndiaye devient le plus jeune président de l'Assemblée nationale. Un choix qui a créé la surprise lundi, alors que circulait le nom du président du groupe parlementaire, du PASTEF et l'élu de Casamance, Ayib Daffé, ou encore celui du député élu à Dakar, Abbas Fall. Malick Ndiaye, qui a été le porte-parole du PASTEF pendant toute la campagne présidentielle, est considéré comme un fidèle et proche du Premier ministre Ousmane Sonko, comme du président Bassirou Diomaye Faye. Il est membre du Parti des Patriotes depuis 2015, quasiment depuis sa création. Le PASTEF a ainsi fait le choix d'une personnalité qui ne risque pas de s'opposer au tonitruant du Premier ministre. Une personnalité, affirment d'autres analystes, ce qui pourrait aider pour arbitrer les débats difficiles qui s'annoncent au sein de l'hémicycle. Malick Ndiaye fait aussi partie des personnalités assez connues des Sénégalais, très présent sur le terrain médiatique depuis sa nomination en tant que ministre et notamment pour l'inauguration de la ligne de bus électrique qui sillonne Dakar depuis le mois de mai 2024 et qui tient le discours de la rupture cher au parti. À voir comment il va pouvoir l'incarner à la tête de l'Assemblée nationale et avec un intense travail législatif qui attend le Parlement. Et puis c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.